Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de l'ambassadeur Monsieur K. Badrakumar, qui a passé des décennies en tant que diplomate dans des pays tels que l'Union soviétique, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Turquie et le Sri Lanka, et qui écrit désormais d'excellents articles sur Indian Punchline que je ne saurais trop vous recommander. Cela vaut vraiment la peine d'être lu. Et bienvenue dans l'émission. Professeur, bonjour à vous et merci de m'avoir invité. J'ai hâte de notre conversation. De même, et surtout sur ce sujet, car encore une fois, vous avez passé des décennies en tant que diplomate. Pour moi, il est parfois difficile de comprendre certaines formes de diplomatie de nos jours. Lorsque Trump a été élu, il a laissé entendre qu'il était prêt à se retirer de la guerre par procuration en Ukraine. À l'époque, il disait, et il le dit toujours, que c'est la guerre de Biden, pas la sienne. Et bien sûr, quelques mois ont passé, et nous avons maintenant assisté à cette attaque contre les forces nucléaires russes, dans laquelle, j'imagine, il est difficile d'imaginer que cela se soit fait sans assistance, ou du moins sans la connaissance de certains pays de l'OTAN. Alors comment expliquer cela? Où en sommes-nous à ce moment précis du point de vue de l'échec de la diplomatie? Commençons par cette attaque. C'est probablement un bon point de départ. Je dois vous dire d'emblée que je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une tentative ukrainienne. Mon sentiment est, et cela a également été corroboré par certains podcasts que j'ai écoutés, auxquels participaient d'anciens analystes de la CIA, ce qui constitue à mes yeux un avis d'expert, qu'ils étaient très certains que la CIA elle-même, ou au moins le MI6, était derrière cela. C'est un acte audacieux, exécuté avec une grande précision et un excellent timing. Et il a été camouflé comme l'aboutissement d'un effort lancé il y a 18 mois, ce qui n'a pas vraiment de sens. Mais il y a ici une précision mathématique, dans différents fuseaux horaires, différentes régions d'un pays vaste et dispersé. Rassembler ce type d'effort simultanément et lancer une attaque en temps réel depuis un point coordonné. Nous devons donc considérer cela comme un signal très puissant adressé à la direction russe. Et il me semble que cela coïncide avec une période où la Russie a ouvertement évoqué la nécessité impérative de créer une zone tampon, une zone de sécurité en Ukraine. Et certaines opérations militaires ont également commencé dans cette direction. Donc, le message que j'ai cru percevoir ici est le suivant. Un message du type, je cite, « Vous ne pouvez pas vous cacher de nous. Nous viendrons vous chercher où que vous soyez, qu'il y ait une zone tampon ou non. Nous en avons les moyens, car nous sommes à l'intérieur de votre pays. » Vous savez, ce genre de message, un message puissant, est bien présent. Et cela signifie qu'il s'agit d'une sorte de guerre totale. Cela correspond à ce qu'a déclaré le nouveau chancelier allemand. Toutes les inhibitions. Il n'y aura plus d'inhibitions à l'avenir. Et c'est un effort total pour infliger une défaite stratégique à la Russie. Ainsi, le concept de zone tampon a été tourné en dérision. Voilà pour le premier point. Le second point est très évident. Il existe, dans le monde occidental, dans les capitales occidentales, un courant d'opinion selon lequel tout n'est pas perdu, que l'inévitabilité d'une victoire russe n'est propagée que par certains partisans de l'establishment russe. Sinon, la question reste très ouverte. Et la Russie peut encore être vaincue, ou on peut empêcher la Russie d'imposer un règlement. Ceci constitue donc un deuxième message. Et le troisième, à mon avis, a une résonance très forte pour l'establishment américain, car c'est là que la prochaine étape majeure sera franchie. Je vais m'expliquer. D'après ce que je vois, les pourparlers d'Istanbul ne déboucheront sur aucune avancée.
cela devient plus ou moins un rituel, après quoi les protagonistes retourneront sur le champ de bataille, et c'est là que la question sera tranchée. Et j'ai de plus en plus le sentiment que cela va déborder de la région du Donbass vers d'autres régions également. Il est possible que la prochaine phase de l'opération voie une offensive en direction du fleuve Dniepr. Et toutes sortes de possibilités sont désormais discutées ouvertement, même par des analystes russes. Vous voyez donc que la réaction américaine va être très importante pour la Russie, mais aussi pour la dynamique de la situation, la dynamique politique et militaire de la situation. Jusqu'à présent, Trump a évoqué certaines sanctions d'une voix très faible, mais je ne pense pas que ce soit toute l'histoire. Parce que si l'on regarde en arrière, on constate que Trump avait une position plutôt peu amicale vis-à-vis de la Russie sur cette question lors de son premier mandat. J'ai le sentiment que d'une culture d'envoi de quelques armes à l'armée ukrainienne, la transition vers une guerre par procuration a en réalité commencé sous Trump. Vous savez, le Javelin, par exemple, qui a été remis par Trump, a changé la donne dans ce contexte. Un changement fondé sur certaines hypothèses concernant la force globale, la crédibilité et tout ce qui concerne l'armée russe. Mais d'autres actions prises par Trump n'étaient en réalité pas du tout différentes de celles que Biden a poursuivies. Et dans de nombreux aspects de la présidence de Biden, il y a également eu une énorme continuité sur cette question. Il a repris les menaces de Trump envers la Chine. Il a repris les menaces de Trump envers l'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire ce que vous appelez le Moyen-Orient. Et de la même manière, dans ce cas aussi, en ce qui concerne l'Ukraine. J'émets donc un doute quant aux intentions américaines. D'une certaine manière, je ne suis pas d'accord avec les analystes russes qui disent que Trump souhaite sincèrement la paix et la réconciliation avec la Russie. J'appartiens à cette école de pensée, selon laquelle il y a eu une continuité remarquable dans la politique américaine envers la Russie. Comment appelez-vous cela? Défaite stratégique, effondrement de la Russie, fragmentation de la Russie, changement de régime, peu importe. Mais c'est dans cette direction. Et le drame ne s'est pas terminé, en réalité. L'agenda ne s'est pas arrêté avec l'effondrement de l'Union soviétique. Dans cette perspective, la situation actuelle est extrêmement chargée, car contrairement à ce que l'on croit, la Russie a pris l'avantage. Et il ne sera pas facile, si tant est que ce soit possible, il ne sera pas facile d'inverser la tendance. C'est pourquoi une certaine forme de réaction forte est nécessaire. Immédiatement après son arrivée au pouvoir, le chancelier allemand a soulevé la question des missiles à longue portée. Et maintenant, à un moment donné, il a au moins mentionné que c'était une décision prise sous l'administration Biden. Est-il concevable que Trump n'en ait pas été informé? Je ne le pense pas. C'est lui l'homme aux commandes. Et clairement, dans ce cas, soit le chancelier allemand ment en affirmant que cette décision a été prise des mois avant l'arrivée de Trump au pouvoir, soit le silence de Trump sur cette question est tactique, alors qu'il était parfaitement au courant qu'une telle décision avait été prise et qu'il ne l'avait pas annulée, vous voyez. Donc tout cela, mis bout à bout, il est probable qu'une situation extrêmement dangereuse se profile. Car l'attaque contre la Russie a franchi pratiquement toutes les lignes rouges. Il appartient désormais à la Russie, en fait, de définir une nouvelle dissuasion. La Russie est vulnérable aux attaques. Je veux dire, ce n'est pas anodin pour un pays comme l'Ukraine de pouvoir frapper la Sibérie et l'Extrême-Orient russe. C'est ce qui s'est passé. Donc il ne s'agit pas de savoir combien d'aéronefs ont été détruits, s'il y a eu des éléments en Russie qui ont collaboré à ce projet, qui ont participé. Tout cela n'est que détail, mais la situation d'ensemble est très préoccupante.
Et j'ai tendance à être d'accord avec vous. Tout cela revêt une certaine dimension symbolique. La diplomatie est reléguée au second plan, et il est probable que le temps de la diplomatie soit révolu. La décision se prendra sur le champ de bataille. C'est le message que je perçois ici. Oui, tu as peut-être raison à propos de Trump, car il semble effectivement qu'il adopte ce qu'on pourrait appeler une stratégie de balancier, dans laquelle Trump reste assez ambigu. Il ne montre aucune loyauté permanente. Il semble osciller d'un côté à l'autre. Mais cela s'avère très utile pour inciter les dirigeants étrangers à chercher à gagner ses faveurs. L'idée, c'est que Poutine et Zelensky devraient se disputer pour savoir de quel côté il va pencher. C'est l'un des objectifs d'une telle stratégie de balancier. Mais qu'est-ce que cela révèle sur la situation actuelle de l'OTAN? Parce que si l'OTAN s'implique maintenant, encore une fois, je ne vois pas comment les pays de l'OTAN ne seraient pas impliqués, étant donné tout ce que nous avons appris, notamment grâce à cet article paru il y a quelques semaines dans le New York Times, sur le fait que pratiquement toute la guerre a été organisée par les Américains depuis l'Allemagne. Donc, si l'OTAN participe désormais à cette attaque directe contre les forces nucléaires russes, comment la Russie pourrait-elle ne pas riposter? Je suppose que les conseillers de Poutine lui disent maintenant qu'il est extrêmement dangereux de ne pas riposter, parce que où se trouve la ligne rouge après cela? Il n'y a plus de ligne rouge s'il se laisse attaquer de cette manière. Alors, quelles alternatives voyez-vous pour la Russie? Ou bien y a-t-il quelque chose qu'il puisse faire maintenant qui ne compromettrait pas les négociations? Cela dépend de l'évaluation russe de l'ambivalence stratégique de l'administration Trump. Je ne suis pas enclin à dissocier Trump de l'OTAN. Je ne pense pas que nous soyons proches d'un point où l'OTAN pourrait s'écarter de sa trajectoire et entreprendre quelque chose impliquant une superpuissance dans un théâtre majeur comme celui-ci, sans accord ni consultation avec Washington. C'est donc clairement un jeu du chat et de la souris. Que vaut l'OTAN sans les États-Unis? En l'état actuel des choses, peut-être qu'à l'avenir, les Européens pourront mettre en place leur propre effort sous forme d'alliance. Mais c'est une autre question. Cela viendra en temps voulu. Nous devons attendre et voir si quelqu'un sera capable de ressusciter l'OTAN. Mais l'humiliation de l'OTAN est quelque chose dont, par conséquent, les États-Unis ne peuvent pas se dissocier. C'est la pure vérité. Mais en même temps, nous faisons tous semblant qu'il s'agit d'une implication de l'OTAN et que Trump n'a rien à voir avec cela. Je pense qu'il joue à cache-cache. C'est la seule impression que j'en retire. Il joue à cache-cache et il attend, en fait, la réaction des Russes, exactement le point que vous avez soulevé, précisément comment la Russie va réagir à la situation. Et si la Russie réagit d'une certaine manière, ce qui justifierait l'invocation de l'article 5 de la Charte de l'OTAN, alors tout peut arriver, à mon avis. C'est une guerre mondiale. Donc la réaction russe, nous devrons en tenir compte. Nous devons plutôt supposer qu'il y aura une contre-réaction américaine à la réaction russe. C'est le dilemme que la Russie s'est elle-même imposé. Parce que, à mon avis, ces lignes rouges qui ont été successivement posées pendant la période de l'administration Biden n'auraient pas dû être laissées s'estomper ainsi, car la crédibilité de la superpuissance y était directement liée. Et lorsque cela se produit à maintes reprises, et que la Russie trace une nouvelle ligne rouge, puis une autre, et ainsi de suite, quel message cherche-t-elle à faire passer? Je ne peux donc pas dire que la direction russe trouvera le courage, comme l'a fait la direction soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, pour un effort d'une telle ampleur. Sur le plan tactique,
On peut expliquer la guerre d'usure de bien des façons, comme une stratégie très intelligente. Je ne suis pas en désaccord avec cela. Il y a effectivement une part d'intelligence là-dedans, mais cela dure depuis trop longtemps, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? J'ai vécu dans ce pays, la Russie, pendant de nombreuses années, à différentes périodes de l'ère soviétique. Je ne pense pas que le peuple russe apprécie cela comme un divertissement qui se prolonge. Vous savez, ce genre de guerre. Prendre un village et demi en un jour ou une semaine, ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est bien trop grave. Et la manière dont la Russie a géré la situation comporte une note désinvolte, qui banalise la gravité de l'affaire. Et vous savez, il ne s'agit que de réactions ad hoc. De toute évidence, le système de renseignement s'est effondré en Russie. Cela ne peut plus être caché. Et il n'y a aucun intérêt à, vous savez, accuser le MI6 ou quelqu'un d'autre. Ils ont pénétré la Russie d'une manière qui la rend semblable à un tigre de papier. Cela était inconcevable à l'époque soviétique, comme cela se produit aujourd'hui. Et la Russie n'est pas une puissance faible. Il y a donc un manque de volonté politique. Et pourquoi cela s'est produit? C'est à eux de l'analyser et de nous l'expliquer, ou d'analyser et d'élaborer un nouveau schéma de comportement. Je ne peux rien dire d'autre, vous savez, que ce qui se passe est ainsi. Mais vous pensez toujours que Trump, encore une fois, j'ai l'impression que Trump veut vraiment mettre fin à cette guerre, s'en débarrasser, pour pouvoir se concentrer sur d'autres régions du monde. Professeur, permettez-moi de clarifier ce point. Je ne mets pas en doute l'intégrité de la personne, Trump, lorsqu'il dit vouloir mettre fin à la guerre, car il est suffisamment intelligent pour savoir, et l'appareil de sécurité américain a également établi des évaluations rationnelles pour le démontrer. Peut-être qu'une partie de l'appareil de sécurité à Londres et à Washington a une autre motivation cachée. Mais c'est une autre question. Sinon, objectivement, même pour vous et moi, il est évident que l'équilibre penche en faveur de la Russie. Donc, Trump a un problème, car même si l'on a dit que Trump avait hérité de la politique ukrainienne de l'administration Obama sans la remettre en question, il l'a en réalité développée, élargie et transformée en une véritable guerre par procuration. Je ne sais pas si même Barack Obama aurait accepté une guerre par procuration, mais Trump l'a fait. Trump a joué un rôle déterminant dans sa transformation sous sa présidence. Maintenant, après cela, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, si une nouvelle direction n'est pas prise, si la guerre ne prend pas une nouvelle tournure, comme le fait qu'elle soit menée sur le sol russe, et que les véritables pertes commencent pour la Russie, à moins que quelque chose de ce genre ne soit fait par l'OTAN avec la complicité des États-Unis, la guerre est perdue. Et l'angoisse de Trump est compréhensible, car cela va se produire sous sa présidence. Ainsi, la postérité, l'histoire, écrira que Donald Trump a été l'homme qui a perdu l'Ukraine. Et c'est sous son mandat que l'OTAN a subi une humiliation mortelle et que le système d'alliance occidentale s'est effondré. Et maintenant, en évoquant en fait les conséquences de la défaite, ce qui, nous le savons, ne concerne pas seulement Zelensky, il y a là un enjeu bien plus vaste. Donc, l'authenticité de son angoisse face à la guerre est compréhensible, mais je ne sais pas si elle concerne vraiment la perte de vie humaine. Combien de fois Trump a-t-il parlé des pertes humaines à Gaza? Donc, s'il a le cœur sur la main, il n'a pas besoin de chercher bien loin. Ses propres alliés et amis commettent de tels actes barbares. Et là, il est resté totalement silencieux. Pourquoi? Parce qu'il est un adepte de la réelle politique. Et pour une telle personne, une certaine forme de sélectivité
est nécessaire. C'est ce qui se manifeste dans ses critiques occasionnelles envers Poutine et la Russie, ou à propos des meurtres russes, ou encore des Ukrainiens qui se livrent à une série d'assassinats. Trump a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Le problème de Trump avec Zelensky était en grande partie, si l'on regarde en arrière, lié à l'accord sur les minerais. C'était là son problème. Obtenir un accord aux conditions américaines, c'était principalement cela. Et ensuite, je ne sais pas s'il va vraiment dépenser son capital politique de manière significative. Exerce-t-il sa prérogative en tant que leader du système d'alliance occidentale? Is he exercising his prerogative as the leader of the Western Alliance system? Why can't he have a consultation? Pourquoi ne peut-il pas organiser une consultation pour mettre fin à cette mascarade que Macron et Starmer mettent constamment en scène à propos de la coalition des volontaires et tout cela? Parce que cela sape ses propres efforts, ceux de Trump. Or, Trump n'est pas assez intelligent pour comprendre cela. Donc vous voyez, on en revient toujours à la même chose. Une réévaluation fondamentale est nécessaire concernant les intentions de Donald Trump. Tout ce que nous avons pour le contredire, ce sont quelques mots de sa part, affirmant qu'il s'oppose aux guerres et qu'il est contre les interventions. Mais c'est une politique très prudente et réaliste, car l'Amérique n'est plus en position de gagner des guerres à l'étranger. Donc, d'un point de vue tactique, c'est la chose la plus juste à faire. C'est une politique très éclairée, réaliste, très réaliste. Mais vous savez, tout ce discours de bons sentiments, je n'y crois pas. Son art de la négociation, quand on y regarde de près, est très pragmatique. Il adopte une approche pratique dans ses négociations. Ce n'est pas un romantique, ce n'est pas un idéaliste. Il est donc purement logique, réaliste dans l'atteinte de ses objectifs. Regardez la façon dont il a géré le nouveau dirigeant à Damas. J'ai pensé, lorsque cela a été annoncé dans la presse, par exemple, je parle de sa personnalité politique, que c'était arrivé soudainement. J'ai même eu une théorie du complot, selon laquelle cela aurait pu être le fait du prince héritier saoudien. Mais non, il est revenu en arrière. Un envoyé spécial a été nommé. Et cet envoyé spécial a le même ADN que Steve Fink. Et vous savez, ils ont tous fait fortune dans l'immobilier, et ils sont tous ensemble dans cette affaire. Il y a donc un schéma, mais regardez-le fondamentalement. Maintenant, si Barack Obama avait été comme Trump, il aurait pu s'asseoir avec Oussama Ben Laden, et aussi, vous savez, l'amener à ce genre de situation. Donc vous voyez, ils ont éliminé cet homme, et maintenant, ils traitent avec lui. Qu'est-ce que cela montre? Professeur, c'est le summum du cynisme. J'en ai parlé aujourd'hui. C'est le summum du cynisme. Il n'y a plus aucune morale là-dedans. Et cela montre un homme totalement dépourvu de conviction. Et après avoir rencontré cet homme à Riyad, qu'a-t-il dit aux journalistes? Vous regardez le flot de mots qu'il a prononcé. Cela n'a aucun sens. Un vrai combattant, dur, tout le reste. Bon sang, c'est un homme qui était un boucher. Et Oussama Ben Laden, au moins, n'avait pas de sang sur les mains. Cet homme-ci. Et maintenant, vous savez, fonder toute une stratégie régionale sur la personnalité d'un tel personnage, il aurait dû être envoyé, en fait, d'Irak à Guantanamo Bay. Il était un cas tout à fait approprié pour être détenu à Guantanamo Bay. Qu'ont fait les Américains? Après 5-6 ans, à le consulter, à fréquenter les mêmes cercles, à le persuader, à le cajoler. Après cela, ils l'ont libéré et lui ont dit d'aller en Syrie. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, il y a un contexte à tout cela. Le léopard ne change pas ses taches. C'est toujours là, visible pour qui veut bien le voir. Oui, eh bien, je me demande aussi maintenant si les Russes n'ont pas conclu que Trump n'est en réalité pas sérieux quant à la fin de cette guerre, c'est-à-dire après l'attaque contre ses forces nucléaires.
car même si Trump n'était pas directement impliqué, même s'il n'en avait pas eu connaissance à l'avance, il est très difficile d'expliquer les réactions qui ont suivi. Je veux dire, à travers tout l'Occident maintenant, les politiciens, les médias, il y a une étrange exaltation et excitation. Personne ne semble voir quoi que ce soit de problématique dans le fait d'attaquer les forces nucléaires de la plus grande puissance nucléaire. Et Trump n'est pas intervenu. Il n'a rien condamné, ni dit quoi que ce soit de sensé. Donc je pense que tu as probablement raison de dire que les espoirs à Moscou de pouvoir trouver la paix avec Trump se sont considérablement réduits à la suite de cela. Mais comme la diplomatie n'avance manifestement dans aucune direction réelle, les différentes parties vont continuer la guerre. C'est-à-dire qu'au sein de l'OTAN, il y a une certaine panique à l'idée que la Russie soit en train de gagner. C'est d'ailleurs pour cela que les Allemands se préparent désormais à des attaques directes contre la Russie avec leurs missiles Taurus. C'est aussi la raison pour laquelle on observe maintenant des frappes contre leurs forces nucléaires. Mais les Russes aussi. Ils ont décidé que tant que la diplomatie ne progresse pas, ils continueront à s'étendre. Ils avancent donc maintenant dans les régions de Kharkiv et de Soumy. Où voyez-vous cela se terminer? Pensez-vous qu'il soit probable que l'OTAN intervienne, comme l'ont suggéré les Britanniques, ou est-ce exclu? Ou bien l'OTAN préfère-t-elle rester en retrait et faire comme si elle n'était pas partie prenante? Vous savez, les sociétés européennes ne vont pas permettre à leurs dirigeants, les élites politiques en place, d'envoyer des troupes au sol. Et les Russes ont effectivement la capacité de les massacrer et de les renvoyer dans des sacs mortuaires à Paris, à Londres et partout ailleurs. Et alors, tout va exploser. Donc en l'état, ce sont des pays en très profonde crise. Et cette crise est en partie gérée en attisant cette phobie de la menace russe. Par conséquent, je ne pense pas que nous en soyons là. De plus, aucun de ces pays n'a aujourd'hui la force militaire nécessaire pour mener une guerre continentale contre la Russie. Ce n'est donc pas la question. J'aborde le sujet un peu différemment, professeur. Qu'est-ce qui empêche Poutine de décrocher le téléphone et, pour changer, d'appeler Trump? En supposant que les Russes soient également arrivés à cette conclusion, à laquelle je suis parvenu, et à laquelle les anciens analystes de la CIA sont parvenus sans grande difficulté et sans être dans la confidence, logiquement, qu'il y a une main de la CIA MI6 là-dedans. Dans ce cas, les Russes devraient le savoir très rapidement. Ils ont certainement le professionnalisme dans leurs agences de sécurité pour parvenir aux bonnes conclusions à ce sujet, en se basant sur les preuves circonstancielles, etc., et les informations dont ils disposent. Si c'est le cas, je pense qu'il est temps que, pour une fois, ils composent le numéro de Trump et demandent une conversation, et qu'ils confrontent Trump avec ces données. Je pense que cela devrait être la première étape de la réaction russe. Confronter l'homme et chercher une explication avec lui en rassemblant les faits devant lui. Autrement dit, si la Russie considère que ce n'est pas seulement une question d'humiliation, c'est un message très clair indiquant que Poutine chevauche en réalité un tigre de papier. Voilà le message ici. Les auteurs de cet acte ont fait comprendre à la Russie que, camarade, tu ne peux pas aller te cacher n'importe où. Nous viendrons te chercher, et nous sommes déjà dans ta maison. Ce sont les messages qui sont transmis ici. Donc, ils devraient confronter Trump. Que t'est-il arrivé? Tu es un homme fanfaron. Vous parlez le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Vous ne dormez que 4 heures. Le reste du temps, vous parlez. Alors pourquoi avez-vous perdu votre voix? D'après ce que j'ai lu dans des rapports, je ne sais vraiment pas s'ils sont authentiques. Il y aurait même eu, il y a environ une semaine, une tentative d'abattre un hélicoptère dans lequel se trouvait Poutine. Même cela aurait été un cas approprié.
Car alors, Poutine aurait parlé à un homme qui a survécu à des tentatives d'assassinat, qui pourrait comprendre la profondeur des sentiments à ce sujet. Maintenant, quelle est la culture que les Américains introduisent aujourd'hui dans les relations internationales? Est-ce ainsi que se comportent les superpuissances? Is this how superpowers behave? Britain is very good in this kind of operation. La Grande-Bretagne excelle dans ce genre d'opération, vous savez, sans être en première ligne. Il s'adonne à ce type d'activité. Faire sauter un pont, dérailler un train et tuer des passagers civils en pleine nuit. Et apparemment, ils se vantent que c'est ainsi qu'ils ont saigné l'Allemagne nazie. Voilà le genre de choses qui se passent. Et puis certains autres appellent cela un Pearl Harbor. Toutes ces absurdités se déroulent de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui empêche les Russes? Je n'arrive pas du tout à imaginer, c'est une pensée horrible pour moi. La direction russe est-elle compromise d'une quelconque manière? Y a-t-il quelque chose de ce genre? Dans mon pays, nous avons réagi à une certaine situation, qu'on ait eu raison ou tort, peu importe l'efficacité. Certains types de situations exigent un certain type de réaction, et cela ne se discute pas. Et la Russie ne réagit pas de cette façon. La Russie recule de quelques pas, prend une craie et trace une ligne rouge dans le sable en disant « Voici ma nouvelle ligne rouge ». Cela ne peut pas continuer. Donc, la première étape consiste à attraper l'homme qui est responsable et à lui dire quelques vérités clairement. Parce que, de quoi s'agit-il dans cette relation, la relation entre les États-Unis et la Russie, s'il n'y a même pas une honnêteté et une sincérité élémentaires? Et je ne peux pas imaginer qu'un subalterne de la CIA oserait entreprendre ce genre d'action sans tenir la Maison-Blanche informée. Je ne peux pas imaginer une telle chose alors que Trump, vous savez, a apparemment placé à des postes clés des personnes qui lui sont personnellement loyales dans les agences de sécurité. Je ne veux pas citer de nom, mais vous voyez. Donc avec tout cet effort coordonné, je ne peux pas imaginer qu'il était dans l'ignorance. Donc, quelque chose a vraiment très mal tourné ici. Par conséquent, la véritable réaction russe doit commencer avec Donald Trump, le confronter et le faire descendre de son piédestal, cet homme au cœur saignant, et ainsi de suite, et lui demander « Est-ce vraiment ce que vous voulez ?» Maintenant, j'ai compris grâce à l'analyste de la CIA, je ne connaissais pas les détails du traité START. Apparemment, le traité START stipule que les bombardiers stratégiques ne peuvent pas être stationnés dans des abris. Le saviez-vous, professeur? Je ne le savais pas. Ils doivent être à l'air libre. C'est prescrit par le traité. Et les Américains, comme les Russes, sont tenus de stationner leurs bombardiers stratégiques à découvert afin que les satellites puissent repérer leur position. C'est un aspect très important et central de la confiance mutuelle. La faiblesse de toute transparence. Je ne pense pas que vous savez, l'ex-comédien Zelensky ait les moyens de gérer tout cela de façon aussi habile. Les Américains savent précisément où sont stationnés les bombardiers, parce que les Russes sont obligés, tenus en fait, de les stationner à des endroits où les Américains peuvent les voir. Donc, quand on parle de la réaction russe, quelle devrait être la réponse des Russes? Les Russes devraient aussi frapper certains de ces bombardiers stratégiques sur le territoire américain et en Europe. C'est la réaction appropriée et nécessaire, parce que qui le saura? La Biélorussie ne le saura pas. Les alliés proches de la Russie, la Corée du Nord, ne le sauront pas. Seule la Russie saura que ces bombardiers stratégiques sont stationnés ici, que ce soit au Nevada, en Floride ou ailleurs. Allez et frappez-les dans ce cas. C'est une véritable riposte. Parce que vous savez, si vous comprenez la gravité de ce qui s'est passé, avant cela, Poutine devrait parler au commandant en chef et lui demander pourquoi il agit de manière aussi stupide. C'est un jeu auquel les deux camps peuvent jouer. Mais encore une fois,
on en arrive à ce point. Leur sentiment, leur évaluation, c'est que Poutine hésite à prendre des décisions difficiles. C'est pourquoi j'ai dit que je ne sais vraiment pas si certaines de ces personnes sont compromises. Cela peut arriver. L'histoire montre que de telles choses se produisent. Un leadership faible entraîne des calamités pour une nation. Donc, si vous conseillez le président Poutine en ce moment, recommanderiez-vous cela toutefois, d'effectuer une frappe de représailles contre les forces nucléaires européennes ou américaines pour rétablir la dissuasion? Non, cela va au-delà de ça. Il ne s'agit plus d'une question de représailles. Il s'agit d'aller à l'essentiel. Pourquoi faites-vous cela? Voilà la question. Pourquoi faites-vous cela? Parce qu'il repousse progressivement les limites. Donc ce jeu de représailles n'a aucun sens. Elles ont perdu leur pertinence dans cette situation. Vous savez, regardez cette carte. J'ai parcouru tout ce pays. Ce n'est pas très facile d'envoyer un camion jusqu'à l'extrême-orient russe avec ce genre de choses. Donc regardez le niveau de pénétration qu'ils ont atteint, l'immensité du pays. Si vous prenez le train transsibérien, vous verrez comment ces gens s'y sont pris. Il y a donc quelque chose de très problématique dans la façon dont la Russie est gouvernée aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Eh bien, je suppose que cela m'amène à ma dernière question. Avez-vous des prévisions sur ce qu'ils vont réellement faire? Parce que, vous savez, Poutine en Occident. Je vais être très simple et direct. La Russie devrait abandonner ce brillant et romantique concept de guerre d'usure, du moins pour l'instant. Il faut terminer cette guerre, pour le meilleur ou pour le pire. C'est la chose sensée à faire. Si, pour finir, comme vous savez, lorsque Trotsky est allé négocier avec les Allemands, et qu'à la cérémonie de signature, les Russes ont insisté pour que les bolcheviks portent une tenue formelle, et Trotsky a trouvé cela humiliant. Il a télégraphié Lénine pour lui demander des instructions, et Lénine a répondu, apparemment, selon une certaine version, que s'il te demande de porter des jupons à la cérémonie de signature, fais-le, car l'objectif est clair. La Russie voulait la paix. Je parle de la Première Guerre mondiale. Donc, vous savez, c'est ça le point. Il faut avoir cette clarté d'esprit. Et donc, il faut maintenant mener la guerre jusqu'à sa conclusion logique. Donner au commandant la liberté de s'organiser, au lieu de simplement annoncer chaque jour que nous avons désormais conquis 25% de tel ou tel village, et ainsi de suite. Une façon de faire, c'est de terminer la guerre et de créer une économie équitable pour l'OTAN et ses autres pays, et il n'y a rien de plus à faire. J'ai vu la carte dessinée par Medvedev. Si cela est dans les capacités de la Russie, qu'il le fasse. C'est comme ça que ça doit se passer maintenant. Parce que sinon, cette zone tampon ne changera rien. Je peux vous l'assurer. Mais pour terminer la guerre plus rapidement, cela impliquerait des armes beaucoup plus puissantes. Peut-être l'utilisation de davantage de missiles Iskander et quelque chose qui entraînerait une escalade dramatique du nombre de victimes. Mais la Russie, en adoptant une voie beaucoup plus agressive, ne risquerait-elle pas aussi de perdre la sympathie et le soutien de ses alliés clés, que ce soit la Chine, l'Inde? Je ne pense pas que les Russes vont, ou que les Russes doivent, écouter la Chine ou l'Inde. Je ne crois pas que l'Inde ait cherché l'accord de la Russie pour faire certaines choses récemment. Les pays et leurs dirigeants doivent décider eux-mêmes de ce qu'il convient de faire. Donc n'introduisez pas la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, etc. dans cette équation. C'est complètement hors de propos. Et je pense que les Chinois sont certainement assez avisés pour s'abstenir de donner leur avis sur une telle question,
et de ne rien conseiller, car demain cela pourrait aussi concerner la Chine. Vous avez probablement raison. Je m'attends également à ce que des escalades spectaculaires se poursuivent dans les jours, voire les semaines à venir. Permettez-moi de résumer la situation ainsi. Pourquoi les Russes, dans ce cas, ne mettent-ils pas le missile avant-garde dans un musée? Pourquoi développer ces systèmes d'armes à un coût aussi énorme? J'imagine que dos au mur face à une telle situation, c'est pour dire à l'adversaire « Ne recommencez pas cela, j'ai la puissance de feu ». Donc, je ne sais même pas si nous devrions chipoter là-dessus. Si les Russes possèdent cela, et je crois qu'ils en ont une 50aine à leur disposition, qu'ils les utilisent, et une escalade dramatique, de quelle escalade supplémentaire parlons-nous? C'est justement à cause de ce discours sur l'échelle de l'escalade, et ainsi de suite, que nous en sommes arrivés là. L'initiative revient à l'Occident en ce qui concerne la transgression de la ligne rouge, et ils l'ont déjà fait tant de fois en toute impunité. Alors essayez de gagner la guerre si vous disposez des systèmes d'armes, des missiles hypersoniques, etc., de la manière la plus rapide possible, au lieu de continuer à dire que l'armée ukrainienne est au bord de l'effondrement, qu'elle n'a plus de munitions et tout ce genre de choses. Ce que je vois dans les podcasts pro-russes. Vous savez, qui diffusent ce type d'analyse selon lesquelles, dans les 4 prochaines semaines ou 2 mois au maximum, l'armée ukrainienne s'effondrerait. Dans ce cas, donnez une bonne poussée et terminez-en. Des temps vraiment dangereux, en effet. Ambassadeur Bhadra Kumar, merci beaucoup pour votre temps. Ce sont des temps effrayants pour vivre. J'espère, professeur, ne pas vous avoir contrarié. J'ai dit ces choses parce que je suis sincèrement un ami de ce pays et je crois en la relation entre l'Inde et la Russie. Il est très important pour l'Inde que la Russie soit présente sur la scène mondiale, prête, disposée et capable de jouer son rôle dans la politique internationale. Sans ce type d'équilibre, nous serons à la merci de personnes comme Donald Trump ou Macron. Je ne pense pas que ce serait une situation très confortable pour nous. Donc je veux que la Russie surmonte cette épreuve. Je veux que la Russie continue d'être efficace sur la scène mondiale. Et c'est avec un certain sentiment d'angoisse que je me suis exprimé. Eh bien, même ceux qui détestent la Russie devraient réfléchir à 2 fois avant de songer à attaquer réellement ses forces nucléaires. C'est au-delà de la folie. Donc, merci encore. J'apprécie votre temps. Merci. Steve.